Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCMTB Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, au Mont-Saint-Anne pour la Coupe du Monde. Une des questions que les gens nous posent souvent, c'est comment choisir un bon pneu, comment les pneus sont construits, tous les liens en rapport à ça. Puis je pense que pour les amateurs de vélo de montagne, le pneu et les discussions sur le pneu sont pas mal un des sujets les plus abordés entre amis. J'en profite aujourd'hui parce que je suis au kiosque à la tente Michelin pour partager et puis vous présenter un spécialiste, l'ingénieur vraiment spécialiste du pneu. Je vous présente Vincent Ledieu, qui est ingénieur spécialiste du pneu chez Michelin. Bonjour Vincent, ça va bien? Oui, bonjour, ça va et toi? Ben oui, ça va bien. Vincent, est-ce que tu pourrais te décrire un petit peu d'abord ton poste chez Michelin et dévoiler un petit peu ton parcours et puis comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir de t'avoir sous la tente Michelin, là, comme tu viens de le préciser sur cet événement à Mont-Saint-Anne World Cup. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Michelin est partenaire de ces events parce qu'on compte réellement revenir dans le VTT. Et pour parler un peu de moi, donc Vincent Ledieu, petit Français qui travaille en France chez Michelin, la maison mère qui est basée en France, une belle marque dans le pneumatique. Et mon rôle aujourd'hui chez Michelin côté vélo, c'est de m'occuper du product management de tous les pneus VTT. Donc du cross-country à la descente, en passant par le freestyle, le BMX également, je m'occupe de ça. Et j'ai une deuxième casquette aussi qui m'épanouit beaucoup et c'est un peu la raison de ma venue ici. C'est je m'occupe du coup du racing programme pour Michelin, donc du programme de compétition. Et une partie de ce rôle, c'est de signer des teams pour justement aider à refaire venir la marque voilà, dans vos cœurs, dans vos têtes, à vous les écouteurs de QCMTB Podcast. Voilà, dans l'optique de développer des pneus avec eux, de montrer que les pneus fonctionnent. Et c'est un peu la casquette que j'ai sur la partie VTT pour essayer de créer une demande un peu globale et puis de vous prouver que nos pneus fonctionnent. Mais je pense qu'on va aller un peu dans le détail là ensemble ce matin. Oui, peut-être. Mais en rapport avec ça, c'est quoi ton parcours? Au départ, je pense que tu es un amateur de vélo de montagne à la base. C'est bien de le dire parce que tu prends ça à cœur. Donc oui, alors mon parcours, avant d'être passionné de vélo, voilà, j'ai grandi, on va dire, dans le nord de la France, un peu un plat pays. Et pour autant, j'ai toujours aimé le VTT. Parce que je ne sais pas si les plus anciens qui t'écoutent se rappellent, le VTT a été quand même très très médiatisé dans les années 90-2000. On pouvait le voir sur les chaînes télé nationales. Je pense qu'au Québec c'était la même chose aussi. Partout, exactement. Le cinéma, oui. Et du coup j'ai un peu baigné là-dedans en regardant le dimanche matin des récaps. C'est comme ça que la passion est un peu montée. Donc oui, pratiquant de cross-country à la base, qu'en plat pays on préfère le cross-country en général. Puis après, voilà, dans mon parcours avec mes écoles d'ingénieurs, j'ai eu la chance de pouvoir devenir mécano-vélo parce qu'on nous laissait partir avant les 3 dernières années d'études qui sont des gros sprints dans cette école. On nous laissait partir et faire un projet de vie personnel. Et c'est là où j'ai décidé d'aller travailler dans un shop de VTT en Suisse, au bord du lac Léman. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le segment du gravity qui aujourd'hui me passionne également, parce que le cross-country me passionne aussi. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment développer cette passion pour le VTT au sens large du thème, du cross-country à la descente. Et c'est par cette même occasion du coup que j'ai réussi à avoir ma première expérience par la suite pour conclure mes études d'ingénieur en travaillant chez Scott Sport. Donc je pense que vous connaissez tous cette marque qui est basée en Suisse, ancienne marque d'ailleurs américaine à la base, donc qui était plus sur votre continent, qui a été rachetée par un groupe suisse. Donc j'ai travaillé chez eux pour mon stage ingénieur pour prouver un peu ce que je savais faire dans les cinématiques de vélo. Et par exemple, une des choses que j'avais fait à l'époque, le modèle de Gambler qui était vendu jusque les années 2014, je crois. En fait, j'avais travaillé sur cette cinématique avec Ben Walker. Je pense que voilà, les plus anciens le connaissent. C'est un Canadien qui s'est exilé en Suisse, fan de VTT, Absolument. Et qui supporte la marque encore aujourd'hui. Pour l'info, Ben, un grand passionné, il a fait la piste de Champéry. Et ça m'est arrivé à l'époque, le fameux Champéry de Danny Hart, que vous connaissez tous, sous la pluie. Et j'avais participé des fois le week-end à aller diguer un peu cette piste. Donc j'ai pu vraiment, entre la partie faire partie du bureau d'études de chez Scott, travailler avec un leader en termes de skills sur le vélo comme Ben Walker et aller diguer. Je pense que là j'avais fait la boucle complète, un peu de pratique, un petit peu de dig parce que no dig no ride comme on dit,
et surtout rencontrer des belles personnes qui m'ont vraiment transmis cette passion et qui m'ont donné envie d'en faire un projet professionnel si possible. Et c'est comme ça après ce stage ingénieur, c'était la crise 2009. Je pense vous vous rappelez, un peu comme maintenant, difficile pour l'industrie du cycle. Donc Scott n'a pas pu me garder dans les effectifs. Donc je suis revenu en France et puis j'ai cherché une boîte. Et puis voilà, Michelin est une belle boîte. Je pense que c'est un grand groupe qui a brillé, moi, dans mon enfance, en tout cas en VTT. Je pense qu'on en parlera après. Et du coup, j'ai voulu intégrer cette belle entreprise et dans le projet de revenir dans le vélo. J'ai commencé par faire du développement de pneus hiver. Je pense que vous connaissez aussi. Pour la voiture. Voilà, pour la voiture. Vous connaissez chez Michelin les fameux pneus à lamelles pour pouvoir aller faire du ski et puis tous les week-ends et puis aller au travail tous les jours parce que vous avez énormément de neige. Oui. Et j'étais très proche aussi d'ailleurs du développement des pneus clous. Le marché canadien était clé aussi pour nous. Donc c'est comme ça que j'ai un peu d'affinité aussi avec ce marché-là. Et ensuite, au bout de 4 ans de conception pneus très dure chez Michelin, la conception pneus voiture, c'est hyper poussé et c'est assez exceptionnel. J'ai acquis de la compétence et ça m'a permis après de devenir développeur VTT. Donc j'ai fait de la conception VTT pendant 5 ans. Okay. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu cette chance aussi d'avoir le groupe Michelin qui veut revenir dans le milieu du vélo, qui remet des investissements, qui remet énormément, on va dire, d'argent sur la table pour pouvoir investir dans le milieu du VTT et de la route aussi. Et du coup, j'ai un peu connu le début du ramp-up de Michelin pour avoir cette ambition de revenir dans le vélo. Oui. Et au bout de 5 ans, on m'a proposé, par les connexions que j'avais, par l'intimacy que j'avais pu faire avec tous les teams avec qui je travaillais en tant que responsable technique, de devenir responsable, on va dire, de la compétition pour Michelin Vélo, de la route à la descente, en passant par le cross-country, le freeride, le BMX, et d'avoir cette casquette de MTB Product Manager, donc manager des gammes VTT. Et ça, c'est un peu ma fonction d'aujourd'hui. Je suis toujours là-dedans, ça fait 6 ans. Et c'est un vrai plaisir de travailler sur ce sujet. Là, on est à Mont-Sainte-Anne, vous voyez, on voit beaucoup de monde passer, que des passionnés. Oui. Et ça, c'est ma plus grande satisfaction aujourd'hui quand je suis MTB Product Manager, de voir des gens toucher les produits, d'avoir des retours quand on discute avec les clients qui disent que les produits sont vraiment bien, de les voir sourire quand ils disent personnellement, je ne roulerai plus autre chose. Ça, c'est ma satisfaction. La deuxième satisfaction aujourd'hui dans mon boulot, c'est, je l'espère ce week-end, si Benoît, par exemple, qui est qualifié pour les finales, arrive à faire un podium, voire une première place comme à Loudanviel. Voilà, moi, je suis drivé par la passion et de voir les clients qui ont un grand sourire parce qu'ils ont réussi à passer le rock slab un peu mouillé sur l'angle sans avoir la moindre crainte. Ça, c'est notre promesse client qu'on veut tenir aujourd'hui. Et ça me satisfait. C'est comme ça que je travaille à la passion et de rendre les gens heureux, que ce soit des riders professionnels ou des clients comme moi qui achètent des produits et qui veulent s'amuser le week-end. Absolument. On voit vraiment dans ton regard, dans ton sourire que tu es passionné à ce sujet-là. Pour revenir un petit peu justement, qu'est-ce qui s'est produit selon toi dans les années 2000, qu'il y a eu comme une baisse de présence, en tout cas en Amérique du Nord, pour la marque Michelin. Même dans beaucoup de boutiques, on ne pouvait plus trouver de pneus du tout. Est-ce que c'était une intention consciente de la marque de délaisser un petit peu le vélo de montagne ou c'est quelque chose qui s'est produit un peu naturellement? Est-ce que tu es au courant ou tu as ton avis là-dessus? Alors, c'est une très bonne question parce que moi, du coup, quand j'ai pu rejoindre l'équipe vélo de chez Michelin, j'ai posé des questions, évidemment, comme tout le monde, en étant fan de la marque, en ayant roulé Michelin pendant longtemps. Oui, on a tous roulé Michelin. C'était, pendant des années, c'était la marque à avoir. Moi, mes premiers pneus, c'était des Michelin. Avec des Jet S en cross-country, des Comp 16, Comp 32, Comp 24, qui ont fait la gloire de Michelin en descente. Effectivement. J'ai posé des questions et en fait, la stratégie du groupe, à un moment, ça a été... On a été leader. Oui. On écrasait quand même la concurrence. Et le groupe Michelin, je pense, dans son ADN, adore la compétition. Et la compétition, avec le mot anglais de la compétition, c'est-à-dire se mesurer aux autres, se mesurer aux concurrents. Et on a beaucoup de mal, en fait, à rester sur des secteurs loisirs comme ça, où la race est très importante dans l'idée des consommateurs. Ils ont décidé de se retirer, de laisser un peu de place, clairement. Parce que les investissements qu'on avait en compétition, en tout cas sur route et VTT, parce que c'est les deux disciplines majeures, en fait, faisaient qu'on était... pas de challenger, donc ils ont tenté l'expérience en se retirant. Peut-être un petit abus de confiance, on va dire, de notre beau Michelin Man, le Bibendum. Et du coup, on est passé à côté de quelque chose, certainement. Et ce qui fait que on a vu progressivement l'image de marque diminuer un peu. Oui, certaines compagnies grignotaient un petit peu, et certaines beaucoup la part du marché. Là. Et oui, on s'est fait copier d'ailleurs pour
Pour la petite anecdote, on a beaucoup de nos tread patterns, quand on a arrêté un peu d'être présent, ont été copiés, on a laissé faire, malheureusement. Et je dirais aujourd'hui notre challenge, du coup, depuis 5 ans maintenant, le groupe veut vraiment revenir dans le milieu du vélo et ne plus s'asseoir sur ses acquis, redéfinir un peu des nouvelles lignes guides en termes de développement. On le voit, tous nos produits aujourd'hui sont plutôt bien notés, je dirais, par la presse, des gens qui testent les produits, sont plutôt bien évalués par les clients qui ont une première expérience dessus. Et c'est clairement une nouvelle ambition qu'a le groupe. Pour parler un peu de ce grand groupe, il faut savoir que Michelin est présent sur les voitures, sur les avions, sur les pneus de génie civil, on appelle ça, donc tous les pneus qui vous permettent d'extraire des choses de la mine, par exemple. Les grosses machineries. Donc en fait, Michelin est présent quand même sur la plupart des secteurs qui sont vitaux en fait pour l'homme. Et le groupe en fait récemment a réémis une volonté de pouvoir acheter une empreinte, je dirais, écologique très forte, de la diminuer au maximum au possible, et essaye d'être vraiment la marque de pneus, je dirais, précurseur dans le domaine de l'écologie au maximum possible. On a des objectifs pour information à 2050 d'avoir des pneus entièrement issus de sourcing recyclé et que les pneus soient à 100% recyclables d'ici 2050. Dans cette optique-là, on a pu voir, le Covid a aidé aussi, que l'homme au global est en train de redéfinir un peu ses modes de transport et le vélo redevient clé. Que ce soit quand vous allez au travail, que ce soit quand vous allez vous amuser dans les bois, peut-être préférer un vélo plutôt qu'une moto. C'est des choses qu'on voit beaucoup maintenant. Oui. On voit que la plupart des gouvernements essayent aussi de protéger la nature. Le vélo est quand même aujourd'hui plus respectueux de la nature que la plupart, je dirais, si on parle de mountain bike, que la plupart des motos qu'on peut voir, des quads, etc. Donc on voit une évolution de la mobilité. Et du coup, le groupe Michelin a considéré que de revenir dans le milieu du vélo était stratégique pour le groupe et que ça allait nous aider à trouver des technologies aussi qui permettent de faire mouvoir et d'avoir du fun, surtout pour la partie VTT, auprès des clients, d'avoir du fun plus écolo, plus respectueux de l'environnement, parce que voilà, on est obligé de le faire si on veut continuer à s'amuser tous les week-ends et pas rester chez nous parce qu'on a trop de pollution ou alors qu'on a juste détruit ce magnifique terrain de jeu comme on a ici qui est la montagne. Donc pour revenir comme ça, c'est un grand défi. Vous avez dû regarder quelles étaient les stratégies à prendre. Vous avez décidé de redessiner et de revamper la gamme complète. Je crois qu'il y a toutes les gammes qui s'adressent aux cyclistes en général. C'est quoi comme défi, par exemple, pour le vélo enduro et descente, là, pour refaire une gamme comme ça? Qu'est-ce qui est le plus grand défi pour une équipe comme la vôtre? Alors là, je vais essayer d'expliquer à tous les gens qui te suivent comment on va créer un peu ce type de projet. Faut savoir que lancer des pneus pour dire de lancer des nouveautés produits, tout le monde pourrait le faire. Par contre, il faut s'assurer qu'on réponde aux réels besoins des clients. Oui. On en a parlé un peu en aparté. C'est une industrie qui est très dynamique aujourd'hui, l'industrie du cycle. Et je dirais le principal challenge qu'on a aujourd'hui quand on veut reconcevoir une gamme complète du cross-country à la descente, c'est déjà vous écoutez, vous les auditeurs de QCMTB Podcast, parce que vous êtes, je dirais, le premier input pour définir ce qu'on doit faire de nos produits, je dirais, pour que vous ayez envie de les rouler, qui répondent à vos attentes. Et ça, je dirais, c'est la première base de mon travail. C'est vraiment le socle fondamental chez Michelin, c'est d'écouter les clients. L'exemple typique, pourquoi on est sur les Coupes du Monde partenaires. En fait, moi, je vais passer des heures à discuter avec vous quand vous allez venir toucher les pneumatiques qu'on expose, essayer de capter tous ces petits besoins. Le soir, je fais mes petits rapports et puis après, avec les équipes avec lesquelles on travaille, on va définir un peu ce que vous attendez. Quels sont, comme on dit, les pains, toutes ces performances sur lesquelles aucune marque n'a répondu à date. Et ça, c'est vraiment notre objectif, c'est de définir quelles sont vos attentes. Et après, on va traduire ça en cahier des charges pneus. Et avec les équipes techniques, on va voir comment on peut développer le savoir-faire de la marque Michelin en termes de conception de pneus pour vous donner un produit qui réponde à vos attentes. Là, actuellement, on voit au kiosque, il y a beaucoup de gens qui sont là et puis qui regardent les pneus. Là, vous avez des nouvelles gammes de pneus enduro qui se distinguent en 2 catégories. Bref, c'est ce que vous avez décidé de faire, un peu plus centrer l'offre sur des groupes de produits offerts, mais devrait répondre à la majorité des besoins des clients. J'imagine que c'est basé sur les commentaires que vous avez reçus.
Est-ce que tu veux un petit peu nous décrire c'est quoi justement les nouveaux produits qui s'en viennent et qui sont même désormais offerts aux cyclistes là, en termes de gravité, enduro ou descente? Alors, juste là, avant de vous décrire les nouveautés qu'on a lancées cette année, parce qu'il y en a eu beaucoup, chez Michelin, pour comprendre un peu nos gammes, parce que voilà, on fait des choses différentes, on s'est rendu compte que les clients avaient du mal à savoir, chez les concurrents notamment, quelle était la bonne carcasse pour leur usage, parce qu'il y a des noms de technologie, quelle était la bonne gomme. Et on s'est rendu compte que malheureusement, quand les clients évaluaient sur, par exemple, un site web où ils ont acheté des produits, ou même en magasin, quand ils donnaient leur retour à un retailer, un revendeur de vélos, et souvent ils avaient fait une petite erreur. J'ai pas pris la bonne carcasse, donc j'ai crevé. J'ai pas pris la bonne carcasse, elle est lourde et je suis pénalisé en rendement. J'ai voulu prendre telle gomme parce que voilà, les pros roulent telle gomme. Et malheureusement, c'est un peu trop collé, donc je perds un peu trop d'énergie, je suis fatigué. Ça use trop vite. Exact. Et comme vous le savez, on a plein d'usages dans le milieu du vélo. Et là où on a voulu en fait avoir une stratégie complètement différente, c'est de se dire, on a des clients qui sont ultra passionnés, qui veulent le top product. Quoi qu'il arrive, ils veulent le meilleur du meilleur. Ils vont se payer le Factory chez Kashima, le Kashima Factory chez Fox. Ils vont se payer le XTR chez Shimano en termes de frein et de drivetrain. Et il y a d'autres clients qui sont plus raisonnés, qui sont tout autant passionnés. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle les niveaux de line chez nous. Donc vous avez le Racing Line. Peu importe l'usage que vous allez faire, le Racing Line, c'est toujours, je dirais, le produit exclusif, développé avec les pros, et qui vont aussi répondre à vos besoins. Parce qu'on pourrait faire des produits aussi ultra spécifiques pour les pros, mais nous, on veut s'assurer qu'on développe avec eux des choses. Des fois, certaines choses que eux aiment, on ne va pas les lancer parce qu'elles ne répondraient pas à votre besoin. Donc ça, c'est vraiment le Racing Line. C'est vraiment le top du top. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui est fait pour soit vous engager sur une course, ou soit améliorer votre local Stravacom, je dirais, avec les copains, là, quand vous tirez la bourre. Vous allez pouvoir améliorer ça avec un Racing Line. Si vous êtes sur un usage plutôt raisonné, tout autant passionné et tout autant sportif, on a les Performance Line. Et pourquoi Performance Line? C'est le compromis de performance. Vous allez avoir peut-être un peu moins de grip, mais plus de rendement. Des fois, c'est ce qu'on recherche quand on n'a pas le temps de s'entraîner parce qu'on a une vie professionnelle hyper active. Moins le temps d'aller en semaine pédaler, donc on a un peu moins de watts, comme on dit. Et on va aller plutôt sur des gammes Performance Line. Après, au niveau des gammes elles-mêmes, on a essayé de rendre simple aussi la compréhension de la gamme. Et vous retrouvez l'usage du type de vélo que vous avez dans le nom de gamme. Vous avez les gammes Force XC, Wild XC, Jet XC, qui vont être des gammes du coup cross-country. Vous avez des gammes All Mountain, Force All Mountain et Wild All Mountain. Et après, sur les nouveautés qu'on a lancées cette année, vous avez par exemple les Wild Enduro, les E-Wild pour votre IMTB et les gammes DH qui s'appellent DH22, DH16 par exemple. Okay. Donc on a vraiment le nom d'usage dans le nom du pneumatique. On ne parle pas d'un nom qu'on a défini, mais on veut vraiment vous inciter à dire voilà, je fais du All Mountain, je veux le top, je vais sur un All Mountain Racing Line, je suis plus pondéré dans mon usage, je vais aller plutôt sur un Performance Line. Parfait. Et après, sur les nouveautés de l'année, parce que tu m'as aussi posé la question, donc cette année, on a voulu réattaquer le marché du Gravity, là où on a de belles histoires là, depuis quelques années. C'est toujours intéressant de revenir par ce secteur, le Gravity, qui inclut chez nous la descente, le IMTB, l'enduro et aussi un peu le All Mountain, mais surtout enduro, IMTB et descente. On a renouvelé l'intégralité de la gamme sur le niveau Racing Line, parce que c'est toujours comme ça aussi qu'on va pouvoir créer notre belle image de marque, de fiabilité, de très haute performance. Et du coup, vous avez une toute nouvelle gamme sur les gammes enduro, avec les Wild Enduro MS pour les terrains mixed soft en Racing Line. Alors le mixed soft, c'est le type de terrain chez nous. Ah, ok. Donc si vous habitez par exemple à Bromont, vous allez avoir quand même des petits freerides en local que vous allez faire. Vous allez sortir des pistes. Si vous allez rouler sur des terrains plus naturels, vous allez avoir plus du terrain meuble, du terrain mou. Okay. Et là, vous allez prendre plutôt le mixed soft pour faire ça. Si vous êtes quelqu'un qui, avec son vélo d'enduro, recherche plus du terrain hard pack, type bike park, c'est-à-dire des trails très bien travaillés par les locaux, et on a le Wild Enduro Mixed Hard qui va vous permettre d'aller aussi dans des terrains un peu mous, les mixed, et aussi d'aller sur les terrains hard. Donc ça, c'est une expérience qu'on a côté moto, le Mixed Hard et le Mixed Soft. On a voulu essayer un peu ça et voir si ça vous parle en tant que consommateur. Vous avez aussi sur la gamme Enduro un rear spécifique. Là, si votre objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de performance en montée, de rendement, de diminuer la résistance au roulement, avec ce pneu sur le pneu arrière en 29 pouces, vous allez pouvoir optimiser réellement le rendement de la gamme. Après, on a développé une nouvelle gamme sur le e-VTT, donc le e-vélo de montagne, qui s'appelle le e-Wild.
disponible aussi en racing line. Et là, on s'est rendu compte en fait que les passionnés, quand ils achetaient un vélo de montagne électrique, eh bien, ils recherchaient aussi de pouvoir faire quelque chose de différent avec. Vous avez des consommateurs très, passionnés qui vont faire des laps. On voit le e-mountain bike comme un moyen de faire plus de laps en descente. Oui, hein. Donc vous avez les mêmes technologies que sur les gammes enduro, avec un pneu avant qui est issu de notre expérience sur la gamme enduro qu'on lance aussi cette année, et un pneu arrière très spécifique, parce qu'on s'est rendu compte que des consommateurs voyaient le vélo de montagne électrique comme un nouveau jouet au garage, et ça nous permet de faire des montées de l'impossible. Oui. Vous montez partout avec. Ça vous permet de monter des choses très raides, très techniques, et en fait vous ouvrez un peu votre potentiel au niveau du terrain de jeu. Vous n'avez plus uniquement du plaisir, je dirais, sur la partie un peu descendante, sur des flowy trails, mais aussi en montée, vous essayez d'avoir du plaisir. Et après, la dernière gamme qu'on lance cette année, qui est très bien représentée ici là, avec le team Dorval par exemple, sur toute la saison, c'est la gamme descente. On sait qu'on aime tous aller en bike park de temps en temps, faire des journées de chill avec les remontées mécaniques. Et ben, on a une toute nouveauté produit cette année, c'est le DH22 qui a été remanié, qui est plus léger qu'avant, qui roule mieux qu'avant, et le DH16 qui est un tout nouveau produit et qui est inspiré du fameux Combe 16 de l'époque, parce qu'on savait que ce pneu marchait, on l'a modernisé pour l'adapter aux besoins des clients d'aujourd'hui. Voilà un peu toutes les nouveautés produits, entre la descente, le vélo de montagne électrique, je dirais, et l'enduro. Vous avez vraiment de quoi trouver chez nous votre bonheur, je pense. Oui, donc c'est beaucoup de travail, là, j'imagine, pour une équipe là, comme la vôtre, de revoir tout ça. Ça a dû prendre quand même quelques années, en incluant le travail que vous avez fait avec les équipes et les pros. En parlant de ça, je pense que justement, vous avez travaillé avec certains pros, avec Nicolas Boulios qui a participé au développement de la marque, et aussi, je crois, au tout début, avec Sam Hill au niveau du développement des produits enduro. C'est quoi le cycle de développement d'un pneu environ? Là, combien de temps ça prend entre le moment où vous travaillez sur vos premiers prototypes et puis jusqu'à ça vient en mise en marché? Alors, dans ma casquette de product manager, je vais être en charge d'identifier qu'est-ce qu'il faut renouveler, qu'est-ce qu'il faut ou lancer de nouveau. On est sur un projet, le Down Country, actuellement. On va avoir une offre spécifique à terme sur le Down Country. Mon premier travail, c'est d'un peu d'identifier ce qu'il faut faire. Donc, une fois qu'on a défini ces lignes guides, en discutant avec des clients sur des events comme aujourd'hui, en faisant des études marché, je dirais, un peu plus larges sur le web, on peut vous envoyer des clients qui nous suivent, on peut envoyer des petits questionnaires. On peut vous appeler aussi, discuter avec vous de temps en temps. On discute aussi avec les marques de vélos pour voir comment le marché va évoluer. Et ça, c'est le début pour initier, je dirais, les prémices de qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'il faut aller pour répondre aux besoins clients. Et une fois que ça c'est fait, et on va faire du travail collaboratif avec nos pro teams pour voir comment avec eux on peut faire ce qu'on appelle de l'avance de phase. On va tester des petites choses que le groupe Michelin a en tête côté développement, des nouvelles gommes, des nouvelles fibres pour les carcasses, des nouveaux agencements de fibres pour faire une carcasse plus performante. Et ça, en fait, je dirais le laboratoire qu'est la compétition pour nous, c'est un vrai laboratoire, ça nous permet d'aller tester des premières choses. La gamme qu'on lance cette année, par exemple, le dernier titre que Sam a eu en Enduro World Series, qui était le circuit enduro avant les Enduro World Cup, et ben Sam roulait déjà des carcasses qu'on a lancées cette année pour pouvoir les tester grandeur nature, les ajuster progressivement. Donc je dirais, ça c'est la première phase d'avance de phase. Là on est à 3 ans avant la mise sur marché. Okay. On va tester des choses, on va les valider à très haut niveau. Faut savoir qu'un Sam Hill, qu'aujourd'hui un Benoît Coulange sur la descente, qu'un Sébastien Fini par exemple sur la partie cross-country, mais ils vont faire tellement de kilomètres à l'année pour s'entraîner qu'ils vont vraiment tester les produits à la limite et nous faire des retours très rapides. Là où vous allez mettre 1 an, des fois, si vous êtes moins passionné pour user un pneumatique, eux, ils vont mettre 2 mois. Oui. Donc ça, c'est vraiment l'avance de phase. Et après, on rentre dans un projet qu'on appelle la mise sur le marché. Voilà, on va vraiment essayer de transférer ces technologies dans notre usine qui produit à très gros volume pour vous offrir une gamme complète. Et ces projets-là peuvent prendre 2 ans. Donc on est à 3 ans avant, on travaille avec la compétition en laboratoire. Et après, on passe sur la phase de mise sur le marché. Là, on est à 2 ans de la mise sur le marché. Et ça prend 2 ans, concrètement, pour développer, industrialiser quelque chose. Et pourquoi 2 ans ? Ça, c'est sûr. Les gens se disent, on pourrait quand même aller plus vite. Quand, avec un team de compétition, on a besoin d'un prototype, parce qu'on sait qu'en fin d'année, ici, on peut avoir des gommes spécifiques. Il fait un peu froid. À aimer ça. Oui. Désolé, malheureusement pour vous, les organisateurs de courses les calent toujours en fin d'année, donc très froid, je dirais. Et là, on doit avoir des gommes légèrement spécifiques. Et par exemple, on pourrait faire des choses très rapidement. Mais
quand on vend des produits, quand on produit des produits à très gros volume, et ça c'est vraiment toute l'expérience qu'on a sur la partie voiture par exemple, on se doit de s'assurer que quand on va passer ces produits dans notre usine, on a une stabilité de la performance. Quel que soit le pneu qui sort de l'usine, on veut s'assurer qu'on soit à chaque fois dans des choses acceptables par les clients. La production peut varier un petit peu, des variations de production. Et bien on va s'assurer quand même de faire un maximum de prototypes, de pré-séries, avant de valider qu'on lance sur le marché, pour que si vous achetez un pneu ici à Québec, si vous achetez un pneu demain en France, demain en Espagne, demain aussi en Australie, et bien vous ayez la même performance produit. Donc ça c'est quelque chose c'est la qualité Michelin. On veut s'assurer que le produit soit stable en production pour que sur toute la durée de vie de la gamme, eh ben, on sache produire ce pneumatique avec les mêmes performances pour que tous les clients aient le même produit à la fin. Ah, ça, c'est très bien ça. J'aimerais qu'on touche un petit peu là, un point concernant la construction d'un pneu. Ton point de vue sur l'ensemble, pneus, roues, jantes, puis peut-être même, on pourrait peut-être aller même plonger dans l'usage des inserts dans tout ça. J'imagine ce que vous concevez un pneu, c'est pas comme un pneu de vélo, c'est pas comme un pneu de voiture où la largeur des jantes sur un pneu de voiture, ça change pas. Un pneu de vélo, les gens vont le mettre sur différents types de jantes et puis qui ont différents types de profils. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Ça doit être un défi être très important, j'imagine, parce que le pneu ne se comporte pas de la même manière. Vous devez vous assurer que le pneu soit quand même apprécié par le plus grand nombre d'usagers. Là. Alors ça c'est vraiment le job du product manager dans toutes les boîtes qui travaillent dans le milieu du vélo. Alors là, c'est d'avoir des connexions avec des marques de vélo, avec des marques de jantes. Et on essaye à chaque fois vraiment, quand on prépare ces projets, de capter quelle pourrait être l'évolution. On va lancer un produit quand on fait les fameuses avances de phase avec le laboratoire qui est la compétition. Et on va lancer le produit 3 ans après. Ça peut changer. Je pense qu'on l'a tous vu. Hein, les standards changent très rapidement dans le milieu du vélo. Et ça, c'est tout le challenge qu'on a. C'est d'essayer de se projeter, de savoir où est-ce qu'on va être dans 3 ans. Et ça, on le discute beaucoup avec les fabricants de jantes, les fabricants de vélos, pour définir quelle va être la largeur de jante moyenne. Et après, nous, quand on va concevoir du coup, nos produits, on va s'assurer que les pneus fonctionnent sur une jante de 25, par exemple, si on parle de l'enduro, jusqu'à une jante des fois de 32, 33, 34, 35, on a pu voir aussi, pour s'assurer que peu importe le type de jante que vous avez, le pneu reste roulable, vous donne la même ADN en termes de riding, feeling que vous allez pouvoir percevoir au guidon. Mais ça, c'est aussi quelque chose, c'est un challenge qu'on a dans les plans de test qu'on va faire, de tester le produit, pas uniquement sur un type de jante, mais sur la jante qui pourrait être la plus petite envisagée par le client dans 3 ans, ou la jante qui pourrait être la plus large dans 3 ans. Est-ce que c'est une information qui est disponible au public pour savoir si moi j'achète un pneu, quelle serait la meilleure largeur de jante que vous proposeriez? Alors, je dirais, on évite, nous, d'avoir ce conseil parce que ça pourrait déjà freiner, je dirais, le client s'il n'a pas la bonne largeur de jante. Ça pourrait lui simuler, lui donner quelques doutes. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment, si on vous donne un produit sur le marché, que vous pouvez l'acheter, c'est notre rôle de s'assurer que vous ne posiez pas ce type de questions. D'accord. Donc par exemple, nos gammes enduro, elles sont conçues sur la jante qui est la plus standard aujourd'hui à date sur le marché. C'est du 30 mm. Mais si vous avez une 25 mm, vous allez avoir un pneu qui va être légèrement plus rond, qui va être légèrement plus flex dans les virages, mais on s'assure que le niveau de rigidité latérale, par exemple, du pneumatique, avec la carcasse, c'est ça qui apporte ça essentiellement, fonctionne en 25 mm. Et on veut s'assurer que si jamais, à un moment donné, vous avez acheté un vélo d'une marque qui proposait en original equipment, donc en première monte, une jante de 33-35 mm, ça fonctionne également. Et ça, c'est vraiment notre ADN. On la retrouve aussi, je dirais, dans la définition des noms. On ne veut pas que vous vous complexifiez, je dirais, la vie, que vous réfléchissiez trop. Prenez-le, montez-le sur une jante qui est faite pour l'enduro. Et à nous, manufacturiers, de s'assurer que ça soit compatible et que vous retrouviez une performance correcte par rapport à vos attentes. Et ton avis par rapport à l'usage des inserts, là, comme les Cushcore, entre autres, où les gens l'utilisent pour 2 raisons, principalement soit pour donner plus de support latéral ou de retenue pour éviter le déjantage ou pour protéger les jantes, là, carrément, les jantes de carbone. C'est ce qu'on voit le plus souvent là, comme intention. Là. Alors je dirais, avant de parler des inserts, et je reviens très vite dessus, nous on conçoit tous nos pneus sans insert. Oui.
Et après, on va vérifier qu'avec les inserts qu'on peut trouver sur le marché, donc pour citer quelques marques comme Cushcore qui est assez leader sur le marché très haut niveau, on va s'assurer qu'avec un Cushcore, ça va fonctionner derrière. Par exemple, si on parle d'insert, moi aussi, je vais essayer de travailler avec des teams. Si je veux un team supplémentaire sur le segment du cross-country, si je veux un team supplémentaire sur l'enduro ou en descente, mais je vais m'assurer que je ne travaille pas avec des teams qui aient tous le même matériel. C'est un laboratoire. Donc si Dorval aujourd'hui met du Cushcore dans ses pneus, pour certaines courses, et mon deuxième team, comme MS Intense, ne doit pas être en Cushcore, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter de plus pour la partie développement? Donc ça, c'est comme ça que nous, on envisage, on conçoit 100, et on s'assure qu'on soit 100% compatible avec ceux qui créent le marché des inserts. Okay. Pour revenir sur l'insert en lui-même, faut savoir qu'un pneu, avant tout, sans insert, c'est, je dirais, le premier choc, donc la première suspension que vous avez, parce qu'un pneu se déforme. On dit qu'un pneu travaille chez Michelin lorsqu'il touche le sol, il rentre dans l'aire de contact, il se déforme, il va prendre des impacts et va vous apporter les premiers éléments d'absorption. Donc ça, c'est vraiment le travail d'un pneumatique. Il faut savoir qu'en route, par exemple, sur la voiture, c'est clairement quelque chose que regardent tous les ingénieurs qui travaillent sur les pneus de voiture. Le pneu est la première suspension que vous avez avant d'arriver sur les suspensions de la voiture. Donc ça, c'est très important pour nous de s'assurer que le niveau de rigidité de cette suspension soit en accord avec l'usage. Ensuite, quand vous mettez un insert, c'est un peu quand vous mettez des tokens dans une fourche. Oui. Ça va changer un peu le niveau de suspension, le niveau de rigidité de votre pneumatique. Ça va changer sa progressivité. Et je dirais la plupart des inserts aujourd'hui qui sont serrés sur jante vont avoir tendance à diminuer le volume d'air, clairement, que vous avez quand le pneu est monté sur jante. Et lorsque vous diminuez ce volume d'air, vous avez tendance en fait quand le pneu va se comprimer, à arriver plus rapidement sur une hausse de la pression dans le pneu. Et donc vous allez accroître la rigidité. C'est ce qui fait que quand vous gardez la même pression, vous avez l'impression que votre pneu est plus rigide avec un insert, parce qu'avec la même pression, quand le pneu se comprime, vous arrivez sur c'est un pneu, c'est un volume d'air qui ne va pas bouger, c'est pas extensible un pneu. Et en fait, quand vous allez le comprimer localement, vous allez diminuer le volume d'air, et à isopression, vous allez augmenter les efforts que vous allez transmettre à la fourche ou sur la roue arrière. Donc l'insert a tendance à changer un peu le fonctionnement, je dirais, de ce premier élément de suspension. Et c'est pour ça qu'en général, avec les inserts, on peut descendre un peu la pression pour retrouver le même feeling de rigidité du pneumatique. Okay. Donc ça, c'est un peu l'information très particulière qui n'est pas facile à comprendre parce que c'est très spécifique. Mais réfléchissez comme des tokens. En fait, quand vous mettez des tokens, soit après vous diminuez un peu la pression pour avoir une fourche plus progressive, ou soit après vous allez garder la même pression pour avoir globalement une fourche à la fois plus rigide et plus progressif. Réfléchissez comme ça, c'est un peu le même mode de fonctionnement. D'accord. Aujourd'hui, nous on s'assure chez Michelin que le pneu est suffisamment solide, en choc pincement notamment, parce que quand on parle de mettre des inserts, c'est pour protéger les roues, donc quand vous allez écraser complètement le pneu, la roue va récupérer énormément d'efforts. Et aujourd'hui, nous, pour les personnes qui veulent protéger les roues, c'est pour ça qu'on n'a pas un discours qui est non, les inserts c'est pas bien. C'est toujours mieux pour le fonctionnement du pneu, mais le pneu c'est toujours monté sur une jante, et si à un moment vous cassez votre jante parce que les pneus sont très solides, c'est la jante qui va tout prendre. Et on en est aujourd'hui, et pas uniquement Michelin, parce que j'aime pas dire que Michelin c'est les meilleurs pneus du monde, bien sûr je travaille chez eux donc je le pense très fortement, mais tous les pneus sont très solides, sur par exemple la descente, et il faut protéger les roues. Donc aujourd'hui l'insert est quand même une solution qui permet de protéger les roues lorsque vous allez avoir des gros impacts, que le pneu va rentrer en compression maximale. Vous allez diffuser un peu les efforts que vous mettez sur la jante et ça va éviter d'avoir trop d'énergie locale qui pourrait casser ou déformer votre jante. Okay. Mais par contre, la nécessité d'en mettre un pour éviter le déjantage, c'est pas nécessaire aujourd'hui. C'est pas la raison qu'on devrait prendre pour ça. Alors, nous, vis-à-vis du déjantage, faut savoir qu'on considère que les clients vont rouler avec insert ou sans insert. Il y a une mode maintenant en bike park que les jeunes adorent, notamment le fameux Schralp. Vous allez cutter un virage et vraiment amener de la dérive sur la roue arrière, venir taper ce mur qui est créé sur les berms. Et c'est ce qui va créer énormément d'efforts et qui pourrait amener à un déjantage. Nous, dans tous nos plans de test, et nos freeriders sont là pour ça, et même nos descendeurs, on va des fois faire des journées Schralp pour tester des nouvelles solutions de tringle et voir si ça fonctionne. Et comme je l'ai précisé, on va essayer de travailler avec vraiment plein de marques de vélos pour la compétition et de roues différentes pour aller capter justement que notre tringle est suffisamment serré pour résister à un Schralp basse pression et du coup s'assurer qu'elle arrive à tenir aussi sans insert. Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice ou est-ce que vous avez des statistiques en lien avec en course, par exemple, là, les crevaisons qu'on voit là, au niveau professionnel?
la fréquence et la raison de ces crevaisons-là? Est-ce que vous avez déjà analysé ça? Alors je dirais oui, ça c'est forcément le travail avec les teams. Après chaque course, je peux vous assurer que si on a eu des crevaisons, ils nous coupent un morceau de pneu, ils me les renvoient, on peut analyser ce qui s'est passé. Ce qu'on voit aujourd'hui par exemple sur le cross-country, je vais parler des deux extrêmes, comme ça on voit un peu une vue transverse, je dirais pour les clients. En cross-country, ce qu'on voit assez fréquemment quand même, c'est du choc pincement qui arrive encore. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre team, par exemple, Lapierre Mavic Unity roule avec des pressions de l'ordre de 1,1 bar à l'avant, 1,3 bar à l'arrière, donc on est proche des 18-20 PSI, donc c'est très très bas. Et en fait, du coup, ils aiment bien avoir le pneu qui travaille un maximum. Et en fait, ils vont arriver des fois à faire des petites erreurs, surtout en fin de course, quand ils ont les jambes tendues, et avoir du choc pincement, le fameux snake bite. Et en fait, vous venez que couper la carcasse par de la compression. Donc ça, c'est le gros challenge qu'on a aujourd'hui avec un pneu très léger comme le cross-country, de garder une performance choc-pincement très bonne. La deuxième chose qu'on voit à l'opposé sur la descente, le choc-pincement, on a réussi à le régler parce qu'on a un peu plus de marge, je dirais, sur la masse du pneumatique au global. Ce qu'on voit, c'est les coupures. Et les coupures, ça va être des moments où la suspension peut être très proche de la fin du débattement. Donc vous allez être vraiment dans la partie où la suspension envoie un maximum d'effort sur la roue. Des zones où quand vous allez avoir la roue qui se bloque légèrement, vous avez une compression max à ce moment-là du pneumatique au sol. Vous avez un léger blocage de roue. Et bien quand vous coupez votre steak, c'est un peu la bande de roulement du pneu, là, votre steak. Et en fait, vous allez appuyer sur votre couteau très fort pour venir le couper. Donc c'est la roue en freinant combinée avec l'amortissement qui exerce une force de friction. Voilà. En fait, vous allez avoir, si à ce moment-là, vous avez un caillou légèrement humide, il faut savoir que l'eau, c'est un lubrifiant. L'eau lubrifie. Quand vous mettez de l'eau, les choses glissent un peu. C'est la même chose. Donc en fait, ça va aider le caillou tranchant, le silex, à venir couper le pneu. Et souvent, on sait qu'on peut avoir ce type de choses lorsqu'on est en fin de débattement, sur un micro-blocage de roue, pour avoir des coupures. Et là, c'est notre challenge aujourd'hui. C'est ce qu'on peut voir souvent le plus, mais on n'en a quand même pas beaucoup. Mais je dirais notre objectif, c'est de ne plus avoir ce type de soucis. Et là, on doit travailler sur la gomme en elle-même. Quand vous avez des gommes ultra tendres, elles sont faciles à couper. C'est comme votre steak. Un steak qui est ultra tendre, voilà, très haut de gamme, vous le coupez avec un couteau à beurre, on dit en France, donc qui n'est pas aiguisé. Mais c'est un peu notre challenge, c'est d'avoir des gommes qui soient typées grip, mais qui permettent également de résister à ces coupures. Ça, c'est ce qu'on voit le plus en termes, je dirais, de stats aujourd'hui sur le très haut niveau. Mais globalement, je dirais, sur la partie compétition, on a très peu de crevaisons. Et ce qu'on voit plutôt, en fait, c'est qu'avec cette augmentation de la résistance du pneumatique, on a reporté le fusible sur d'autres éléments comme les roues. Quand vous avez des fortes compressions dans ces conditions de coupure, votre roue se déforme et un rayon peut venir percer un fond de jante, par exemple. Donc, par exemple, on a Baptiste Pierron là, du team d'Orval. J'ai vu passer hier devant le stand crevé. Je suis allé vite fait voir ce qui se passait. Et en fait, c'est un rayon qui est venu perforer le fond de jante. Donc, le pneu était intact. Le pneu n'avait pas de trou nulle part. Mais ça, c'est un peu toujours l'adéquation qu'il faut toujours trouver. Et quand le milieu du pneumatique fait un gros gap sur la résistance du pneu, on va reporter le problème sur les roues. Peut-être qu'un jour, quand les roues seront suffisamment solides, c'est les rayons qui vont avoir des soucis. Et c'est toujours un peu ça qu'il faut trouver. Et je pense qu'entre l'industrie du pneumatique, l'industrie des fabricants de roues, on a tendance un peu à faire évoluer à chaque fois la résistance des produits. Et on se doit d'arriver à faire tout évoluer vers le haut, parce qu'on repousse le problème ailleurs. Est-ce qu'il existe vraiment une collaboration, par exemple, entre Michelin et certaines marques de fabricants de roues? Alors nous, on ne fait pas de collaboration avec des marques de roues en spécifique, mais par exemple, Michelin est membre de l'ETRTO. C'est une organisation qui norme un peu, justement, on en a parlé tout à l'heure, je dirais le couple roue et pneus. Et par exemple, dans cette organisation, on va retrouver la plupart des grandes marques de fabricants de roues. Donc on est en contact avec eux. Et bien sûr, quand nous on arrive avec des choses qui sont très résistantes, on va quand même en parler avec eux. J'ai connu par exemple certaines années, il y a 5 ans de ça, on avait les premiers DH22 qui étaient quasi, on pourrait presque le dire, quasi increvables. Et en fait, on arrivait à ouvrir, je dirais, les sidewalls des roues sur des fortes compressions, tellement le pneu était rigide et solide. Mais ce n'était pas valable parce qu'à la fin, le client, on a proposé un pneu ultra solide, mais on a reporté le problème sur les roues. Donc ça, c'était vraiment un problème. Et oui, on le sait, on discute régulièrement. Et quand on a des nouvelles idées, on va essayer de signer des NDA pour garder la confidentialité avec les leaders du marché de la roue pour en parler.
pour se mettre autour de la table avec les ingénieurs et essayer de s'assurer qu'à la fin, le client ne se retrouve pas lésé parce que le pneu est increvable, mais la roue casse. La roue est incassable, mais le pneu devient, n'est plus increvable. Pour terminer, c'est quoi le défi qui vous attend en ce moment et pour l'année prochaine à venir avec ton rôle de développement et de remise en valeur de la marque, là? Je pense que tu l'as un peu abordé, là, notamment sur le continent nord-américain, et puis le Canada en particulier, et puis même la région de Québec en particulier. J'ai pas mal discuté avec des responsables de shop qui sont passés sur le stand. Il faut qu'on ait accès aux produits. Et pour avoir accès aux produits, il faut créer l'envie déjà chez le consommateur pour qu'il vienne dans le magasin, pour que le magasin ait envie de l'acheter à notre distributeur, ce produit, le mettre en stock en magasin. Donc ça, c'est vraiment notre challenge, c'est de créer cette envie tant chez les distributeurs et les revendeurs que chez les clients finaux, pour que entre la demande du client, la demande du retailer de vivre sa vie, de faire évoluer son entreprise, on doit s'assurer que tout ça soit aligné en même temps et qu'on crée cette communauté autour des gens qui ont envie de rouler du Michelin, comme il y a des communautés de personnes qui veulent rouler certains concurrents. Et je dirais aujourd'hui, si on parle de marketing, stratégie marketing, on a investi énormément en compétition, on le voit, on est avec Warner présent. On a des teams de très haut niveau qui arrivent à nous faire évoluer les produits vers le haut. On a plusieurs types de champions du monde. Cette année, on a gagné pas mal de courses en IMTB, en enduro également. En descente, Benoît est vice-champion du monde de descente, a gagné à Loudanvielle. J'espère qu'il va gagner ce week-end déjà pour lui et puis surtout aussi pour nous. On vous souhaite. Donc, ça c'est sûr, hein. Mais ça, c'est-à-dire qu'on va essayer avec une stratégie sports marketing de vous donner confiance dans nos produits. Après, on se doit que le produit soit accessible, que vous puissiez l'acheter. C'est bien d'avoir le meilleur produit du monde, mais si tes auditeurs ils peuvent pas le trouver dans leur magasin favori, donc à nous de créer vraiment toute cette envie globale en continuant à travailler le produit. Ça, c'est clair que c'est la base, je dirais, pour satisfaire les clients, de donner l'envie de les acheter et après de s'assurer que le produit soit disponible. Donc pour ça, on a une stratégie avec les participations en World Cup. Là, on a énormément de personnes, je pense qu'on le voit, on a un look vestimentaire assez particulier dans le milieu du VTT. Je vois plein de clients qui ont des Five Tame, des Northwave, toutes des chaussures de ride aux pieds. Et vous montrez les produits, pouvoir venir les toucher, puisque vous ne les trouvez pas forcément en magasin. Et quand vous venez sur une Coupe du Monde, vous allez pouvoir les voir avec les équipes ici nord-américaines qui sont présentes et qui organisent cet event là pour Michelin. On va essayer aussi de faire des choses plus locales. Par exemple, je sais qu'aux US, ils ont commencé cette stratégie d'être présents avec des petits bike parks. Moi, en tant que product manager et gestionnaire du business mountain bike, j'essaie de pousser aussi ces initiatives pour que vous puissiez venir voir nos produits, les toucher. Et je pense que beaucoup de clients ont été bluffés quand ils touchent nos gommes, quand ils touchent les carcasses. Et après, s'ils ont une première expérience dessus, on pense qu'ils resteront chez nous parce que le produit est vraiment exclusif et très bon aujourd'hui. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de développer. Ça ne se fera pas bien sûr en 2 ans. Ça prend du temps. On a connu certaines marques quand on s'est retiré qui ont eu une croissance fabuleuse. Et maintenant, il y a beaucoup de contenders, comme on dit, beaucoup de compétition entre les marques de vélo. Et notre objectif, c'est de rester au top, déjà côté produit, et d'être patient, de le faire progressivement pour vous donner confiance et sur du long terme. Aujourd'hui, le groupe Michelin a une ambition quand même d'être sur le vélo dans le long terme et de plus se retirer comme on a pu le faire dans le passé. Donc, en 3 mots, je dirais, vous donner de la confiance, vous donner le sourire quand vous roulez, parce que ça c'est important, on est quand même sur le vélo de montagne, sur un côté fun, donc on essaye d'être plus fun, on essaye d'être plus proche de vous au global, et puis de vous donner envie globalement par le produit, et puis par tous ces athlètes en local et en international qui roulent sur nos produits, de nous faire confiance, voilà. Michelin souhaitait être présent dans un milieu compétitif et leur souhait se réalise, mais on vous souhaite, nous, effectivement, que vous réalisiez votre objectif puis de revenir présent un peu partout dans nos boutiques puis qu'on puisse essayer ces fabuleux produits. En tout cas, allez regarder, les toucher comme tu disais tout à l'heure, ça donne vraiment envie de les essayer et de les rouler sur nos sentiers, là. Sur ça, je te remercie beaucoup. Ça a été très généreux de m'accorder ce temps-là aujourd'hui, ce matin. Puis on vous souhaite un beau séjour à Québec. Profiter de l'automne et en famille, je pense même. Hein? Exactement. Là, je vais pouvoir découvrir votre région. Je suis très satisfait parce que c'est une région du monde que tout le monde a envie de faire. J'ai cette chance-là avec mon travail de pouvoir rester. Je vais prendre quelques jours de congé, me reposer. La saison est finie, on va dire, sur la partie compétition.
je vais regarder ce qui se fait. C'est plus fort que moi. Dès que je vais croiser des gens là sur des trails, parce qu'on va faire beaucoup de rando avec ma femme et puis mon fils, je pense qu'on va s'éclater déjà personnellement et puis on va essayer surtout de jeter un œil de temps en temps à ce que vous roulez. Parce que si jamais il y a un truc qui n'est pas fait pour vous, on essaiera, je dirais, de développer quelque chose de nouveau qui pourrait répondre plus à vos attentes. Mais tentez l'expérience. Continuez d'écouter QCMTB Podcast parce que vous avez une personne en face de moi qui est passionnée. Ça se voit, il a le même sourire que moi en permanence. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter du coup à votre hôte de ce podcast. Il se fera un plaisir de me les transmettre. Il a mon contact et puis on essaiera de répondre à toutes vos questions que vous avez en additionnel. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à tous et bon ride. Merci. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et puis bon riding!